At 5, we're here for you. Good evening and thanks for joining us. I'm Darian Trotter. New tonight, a federal judge is ordering ICE and DHS officials to release a 5-year-old boy and his father from detention in Dilley. News 4, the first station to push the news out today. Adrian Arias and his son Liam have been in the South Texas Family Residential Center more than a week now. They were detained January 20th by ICE agents in Minnesota during the Trump administration's immigration enforcement surge. À la fin du mois de mai, dans une salle d'audience fédérale au Texas, un juge a interrompu le flux bureaucratique d'une nouvelle affaire d'immigration et a rendu une décision qui s'est rapidement écartée de la norme attendue pour ce type de décision. L'épisode concernait une demande d'habeas corpus présentée par Adrien Joe Arias, demandeur d'asile, et son fils de 5 ans, Liam Ramos, tous deux transférés sous garde fédérale après avoir été arrêtés dans le Minnesota et emmenés dans un centre de détention au Texas. L'ordonnance, signée par le juge fédéral Fred Beer, ne s'est pas limitée à examiner les délais, la compétence territoriale ou les procédures administratives. Elle est devenue un document inhabituel, tant par son contenu que par son ton, en confrontant directement les pratiques récentes de la politique migratoire mise en œuvre sous l'administration de Donald Trump. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. L'affaire avait commencé quelques jours auparavant, lorsque des agents fédéraux avaient arrêté le père et le fils après une intervention qui avait attiré l'attention des organisations juridiques et de la presse. Liam Ramos, un enfant d'âge préscolaire, rentrait chez lui avec son père lorsqu'il a été séparé de son environnement familial et conduit avec lui en détention fédérale. Selon les documents présentés à la Cour, l'enfant a été utilisé comme moyen de pression indirecte pour forcer son père à quitter son domicile, dans le cadre d'une opération menée par des agents de l'ICE. Adrien Joe Arias ne se cachait pas et n'avait pas manqué à ses obligations formelles. Il s'était présenté à un point d'entrée, avait entamé la procédure de demande d'asile et s'était présenté aux étapes requises par le système d'immigration. Malgré cela, il a été arrêté et expulsé de sa juridiction d'origine sans notification préalable à un juge indépendant. Après avoir examiné la demande, le juge Fred Beer a commencé son ordonnance par une formulation rare dans les décisions migratoires récentes. Il a qualifié la requête comme un appel direct au grand writ of habeas corpus, le mécanisme constitutionnel qui permet au pouvoir judiciaire d'exiger que l'État justifie la légalité d'une arrestation. Le magistrat a clairement indiqué qu'il ne s'agissait pas d'une discussion abstraite sur la politique publique, mais d'une évaluation du respect de la procédure légale. Tout au long du texte, Beer a souligné que les tribunaux fédéraux ordonnent souvent la détention et même l'expulsion d'immigrants en situation irrégulière, mais que ces décisions sont prises dans le cadre de procédures formelles, avec des garanties minimales assurées. Selon le juge, ce cas constituait une rupture avec cette norme. L'ordonnance est allée au-delà de l'analyse strictement procédurale en replaçant l'action du gouvernement fédéral dans un contexte plus large. Le juge a explicitement mentionné la politique des objectifs quotidiens d'expulsion adoptée par le gouvernement Trump, la qualifiant de mal conçue et mal mise en œuvre. Selon le texte judiciaire, la recherche de chiffres élevés aurait donné lieu à des pratiques administratives qui ignoraient les garanties fondamentales, y compris lorsqu'elles concernaient des enfants. Cette observation n'était pas accompagnée d'adjectifs excessifs, mais d'un constat froid sur les effets secondaires des décisions exécutives prises sans supervision judiciaire adéquate. Dans un passage qui allait rapidement devenir central dans le débat public, Fred Beer a eu recours à des références historiques pour étayer son raisonnement. Le juge a évoqué la déclaration d'indépendance des États-Unis et les griefs énumérés par Thomas Jefferson contre le pouvoir arbitraire de la couronne britannique. Il a cité des passages mentionnant l'envoi excessif d'agents pour intimider la population, le maintien de troupes en temps de paix sans consentement législatif
et l'érosion des garanties civiles. En établissant ce parallèle, le magistrat a affirmé que des échos de cette histoire pouvaient être perçus dans le présent, en particulier lorsque l'exécutif concentrait des pouvoirs de détention sans contrôle externe effectif. La décision a également accordé une place importante au 4e amendement de la Constitution, soulignant la protection contre les perquisitions et saisies sans motif valable et sans autorisation judiciaire indépendante. Beer a été catégorique en affirmant que les mandats administratifs émis par le pouvoir exécutif lui-même, sans la validation d'un juge, ne répondaient pas aux normes constitutionnelles requises. Dans une métaphore inhabituelle pour les textes judiciaires contemporains, il a décrit cet arrangement comme le renard gardant le poulailler, soulignant l'incompatibilité entre l'autosurveillance exécutive et le modèle de frein et contrepoids prévu par la Constitution. Sur la base de cette interprétation, le juge a accordé l'habeas corpus et ordonné la libération immédiate d'Adrien Kjo Arias et de son fils Liam Ramos. L'ordonnance fixait un délai précis pour que le gouvernement fédéral se conforme à la décision, laissant entendre que tout retard pourrait entraîner de nouvelles conséquences juridiques. Dans le même temps, Beer a reconnu que l'issue finale de la procédure migratoire pourrait encore aboutir à l'expulsion du père et du fils, que ce soit de manière involontaire ou par auto-expulsion. Selon lui, l'essentiel était que tout résultat devait être obtenu par le biais d'une procédure plus ordonnée et plus humaine que celle observée jusqu'alors. Le ton de l'ordonnance s'est intensifié dans les derniers paragraphes, lorsque le juge a réfléchi au comportement institutionnel observé. Il a écrit que l'expérience historique montre que, pour certains agents de l'autorité publique, le désir d'une autorité illimitée peut l'emporter sur le respect de la légalité et de la dignité humaine. Néanmoins, le texte a évité de prévoir des sanctions automatiques ou des conséquences inévitables. Au lieu de cela, il a renforcé le rôle du pouvoir judiciaire en tant que barrière temporaire contre les excès, en utilisant une citation attribuée à Benjamin Franklin sur la fragilité d'une république qui dépend de la surveillance constante de ses institutions. Après la publication de la décision, les analystes juridiques ont commencé à discuter non seulement du bien fondé de cette affaire spécifique, mais aussi de la signification plus large de cet épisode. Le nom du juge Fred Beer a commencé à circuler dans les débats sur les limites de l'action exécutive en matière d'immigration, tandis que l'affaire Adrien Kjo Arias et Liam Ramos est devenue une référence pour les questions relatives à l'utilisation d'enfants dans les opérations de détention. Cet événement a rapidement été associé à d'autres procédures en cours, dans lesquelles les tribunaux fédéraux évaluent la légalité des pratiques adoptées par des agences telles que l'ICE et le département de la sécurité intérieure. Pour ceux qui suivent la dynamique entre l'exécutif et le judiciaire aux États-Unis, des épisodes comme celui-ci aident à comprendre comment des décisions apparemment techniques peuvent révéler des tensions institutionnelles plus profondes. Dans un contexte marqué par des conflits d'autorité, des limites juridiques et des interprétations constitutionnelles, observer attentivement ces mouvements permet de mieux comprendre comment le système réagit lorsque les pratiques administratives s'écartent du cours prévu. C'est précisément grâce à ce suivi continu et contextualisé qu'il est possible de se faire une idée plus claire des développements qui sont encore en cours. À mesure que la décision du juge Fred Beer a commencé à circuler en dehors du cadre spécifique du procès d'Adrien Kjo Arias et de son fils Liam Ramos, l'épisode a été absorbé par un débat institutionnel plus large qui s'était déjà formé autour de l'action du gouvernement Trump en matière d'immigration. Il ne s'agissait plus seulement d'un habeas corpus accordé par un tribunal fédéral du Texas, mais d'un point de convergence entre des décisions judiciaires récentes, des rapports de non-respect des ordonnances et la difficulté croissante du pouvoir judiciaire à imposer des limites effectives au pouvoir exécutif.
Ce changement d'orientation permet de comprendre pourquoi l'affaire a rapidement fait l'objet de discussions dans des analyses juridiques publiques, comme dans l'émission Legal Breakdown, présentée par Brian Taylor Cohen et l'ancien procureur fédéral Glenn Kirschner. C'est dans ce contexte que Glenn Kirschner a souligné que l'ordonnance de Fred Beer n'était pas sortie de nulle part. Selon lui, le pouvoir judiciaire fédéral avait déjà enregistré une accumulation de situations dans lesquelles des agences telles que le département de la sécurité intérieure, la patrouille frontalière CBP et l'ICE avaient agi en marge de décisions judiciaires claires. Kirschner a rappelé que, bien que les juges fédéraux ordonnent souvent des détentions et des expulsions, cela se fait dans un cadre procédural défini. Ce qui commence à attirer l'attention, selon cette interprétation, c'est la répétition de comportements administratifs qui semblent traiter les décisions judiciaires comme des obstacles négociables et non comme des ordres contraignants. À partir de là, d'autres magistrats ont été mentionnés comme faisant partie d'une tendance émergente. Dans une affaire distincte, le juge fédéral Schultz a noté que le gouvernement aurait violé plus d'une centaine d'ordonnances judiciaires dans plus de 70 affaires distinctes liées à l'immigration. Bien que ces observations n'aient pas immédiatement donné lieu à des sanctions formelles, elles ont été consignées dans les dossiers et ont renforcé l'impression que le problème ne se limitait pas à un seul épisode ou à un seul tribunal. À Washington, le juge James Boasberg a également été cité dans des analyses publiques pour avoir continué à examiner d'éventuelles mesures de responsabilisation dans des affaires impliquant le non-respect de décisions fédérales. Cette convergence aide à comprendre pourquoi la discussion a dépassé le cadre de la libération de Liam Ramos et de son père. Brian Taylor Cohen a fait remarquer que même lorsque le gouvernement fait marche arrière dans un cas spécifique et libère un détenu, cela ne résout pas la question structurelle. Dans la pratique, la libération ponctuelle peut servir à neutraliser l'application de mesures plus sévères, telles que les poursuites pour outrage, sans modifier le comportement institutionnel à long terme. Il en résulte un cycle dans lequel la menace de sanction existe, mais se concrétise rarement de manière cohérente. C'est dans ce contexte qu'apparaît le débat sur la portée réelle de l'outrage au tribunal, en tant qu'outil de contention. Kirschner a fait valoir que l'efficacité de l'outrage dépend non seulement de la décision formelle du juge, mais aussi de la volonté du système de maintenir les conséquences dans le temps. Il a cité des exemples récents dans lesquels des juges, tels que Senis, statuant dans le Maryland sur des affaires d'expulsion, ont évoqué la possibilité de sanctions, mais ont finalement été limités par la complexité de la procédure et le recul stratégique du gouvernement dans des situations spécifiques. Cette dynamique contribue à l'impression que l'exécutif calcule les risques et les coûts lorsqu'il décide de se conformer ou de reporter des ordonnances judiciaires. La discussion s'est ensuite orientée vers une alternative moins immédiate, mais potentiellement plus durable. Kirschner a rappelé que les juges fédéraux ont le pouvoir de renvoyer les avocats du gouvernement devant des conseils disciplinaires d'État lorsqu'ils identifient des comportements contraires à l'éthique ou des violations répétées de la loi. Ce mécanisme, bien que plus lent, peut entraîner des sanctions professionnelles sévères, notamment la suspension ou la révocation des licences d'exercice du droit. L'histoire récente offre elle-même des précédents, comme le cas de Rudy Giuliani, qui a fini par être radié après une longue procédure disciplinaire liée à son action en défense de Donald Trump. Néanmoins, les analystes soulignent que ce type de responsabilité souffre du facteur temps. Les procédures disciplinaires prennent généralement des années avant d'aboutir, ce qui réduit leur impact en tant que moyen de dissuasion immédiat. Pendant ce temps, les politiques contestées continuent d'être mises en œuvre et de nouvelles violations peuvent se produire avant que des conséquences ne soient imposées. Ce décalage temporel renforce le sentiment que le système juridique réagit, mais ne parvient pas toujours à suivre le rythme des décisions exécutives.
Le débat a également intégré des comparaisons historiques. Kirchner a rappelé un épisode impliquant le juge Royce Lambert, qui, au cours des années précédentes, avait déclaré l'Agence de protection de l'environnement, l'EPA, en état de désobéissance pour non-respect des ordonnances judiciaires. Dans cette affaire, la décision a touché non seulement l'institution, mais aussi des dirigeants spécifiques, créant un précédent rare de responsabilité collective. Pour certains observateurs, l'absence de mesures similaires dans le contexte actuel soulève des doutes quant à la volonté du pouvoir judiciaire d'utiliser pleinement les outils à sa disposition face à un exécutif récalcitrant. Pendant ce temps, le cas d'Adrien Gjo Arias et Liam Ramos continuait de symboliser un dilemme central de la politique migratoire récente. Comme l'a souligné Brian Taylor Cohen, le père de l'enfant avait suivi exactement les étapes que les conservateurs affirment vouloir voir respectées par les demandeurs d'asile. Il s'est présenté à un point d'entrée, a entamé la procédure officielle et s'est présenté aux étapes requises. Il a néanmoins été détenu et transféré sans audience préalable. Ce contraste entre le discours politique et la pratique administrative a été cité comme un exemple de l'élargissement du déplacement des limites, dans lequel des critères apparemment clairs deviennent mobiles en fonction des convenances institutionnelles. À mesure que ces couches s'accumulent, il devient plus évident que l'épisode analysé dans Legal Breakdown ne se résume pas à une erreur isolée ou à une décision atypique. Il s'inscrit dans un réseau de conflits autour de l'autorité, de l'interprétation constitutionnelle et des mécanismes de contrôle. La compréhension de ce contexte plus large permet de suivre plus clairement comment les décisions judiciaires, les réactions de l'exécutif et les débats publics s'influencent mutuellement, formant un scénario en constante évolution qui continue de se développer sous les yeux de ceux qui l'observent attentivement. Avec l'évolution du débat au-delà de l'épisode discuté dans Legal Breakdown, les interprétations concurrentes ont commencé à exposer des fractures plus larges sur la manière dont le système institutionnel américain réagit lorsque les décisions du pouvoir judiciaire entrent en conflit avec la ligne politique du pouvoir exécutif. D'après les dossiers et les analyses publiques menées par Glenn Kirchner et Brian Taylor Cohen, il n'existe toujours pas de consensus sur ce qui se passe réellement. Pour certains, les événements récents suggèrent une crise délibérée dans l'exécution des ordonnances des tribunaux. Pour d'autres, il s'agit de décisions administratives prises à la suite d'une succession d'événements dans un contexte de pression interne, de délais serrés et d'objectifs politiques mal définis. Cette ambivalence empêche toute interprétation définitive et maintient la situation en suspens. Une interprétation qui a gagné du terrain soutient que le comportement observé dans des cas tels que celui d'Adrien Gjo Arias et de son fils Liam Ramos indique un calcul institutionnel conscient. Selon cette interprétation, certains secteurs du gouvernement Trump auraient conclu que le coût politique et juridique d'un non-respect ponctuel serait moindre que l'avantage de maintenir, aux yeux du public, une image de fermeté en matière de politique migratoire. Les partisans de cette interprétation soulignent la récurrence des menaces de sanctions qui se traduisent rarement par des sanctions concrètes, ainsi que l'existence du pouvoir présidentiel de grâce, qui, dans des situations extrêmes, pourrait réduire considérablement la force dissuasive des sanctions pénales à l'encontre des agents fédéraux. À l'inverse, certains rejettent l'hypothèse d'une coordination stratégique et attribuent l'escalade des violations judiciaires à des défaillances de gestion et à une désorganisation administrative. Dans cette perspective, les fréquents conflits avec le pouvoir judiciaire trouveraient leur origine dans la dispersion des chaînes de commandement entre le département de la sécurité intérieure, le service de l'immigration et du contrôle des douanes et le service des douanes et de la protection des frontières, auxquels s'ajoutent des directives politiques génériques, peu opérationnelles et sujettes à des interprétations divergentes. Dans ce contexte, les décisions sur le terrain sont exécutées rapidement.
tandis que l'examen juridique a lieu après coup, ce qui crée des conflits répétés avec les tribunaux. Pour ces analystes, le cœur du problème ne serait pas une tentative directe de défier le pouvoir judiciaire, mais l'incapacité de l'appareil étatique à fonctionner dans les limites légales sous une pression constante. Le débat porte également sur le rôle des juges fédéraux et sur la volonté du pouvoir judiciaire de durcir sa réponse face à ce type de conflit. Jusqu'à présent, il n'y a pas de consensus sur l'ampleur que pourrait prendre cette escalade. Glenn Kirschner a observé que la menace de sanctions pour outrage perd de son impact lorsqu'elle n'est pas accompagnée de conséquences effectives. Brian Taylor Cohen, quant à lui, souligne que chaque cas dépend de circonstances spécifiques et surtout de la volonté individuelle de magistrats tels que Fred Beer, James Boasberg ou Schultz de soutenir des mesures plus sévères. Cette variabilité réduit la prévisibilité du système et renforce l'impression que l'exécutif teste progressivement les limites, au cas par cas, en misant sur le comportement inégal des tribunaux. Un autre axe central concerne la protection des droits fondamentaux dans des situations qualifiées d'urgence administrative. Le recours à l'habeas corpus dans l'affaire analysée a relancé les discussions sur la portée de cet instrument dans le contexte de politiques migratoires agressives. Une partie des juristes interprète les décisions telles que celle de Fred Beer comme un renforcement de la centralité de la procédure régulière, y compris dans des domaines où l'exécutif bénéficie historiquement d'une plus grande déférence. D'autres, cependant, font valoir que, sans une réponse institutionnelle plus coordonnée, ces précédents peuvent rester limités au cas concret, avec un effet limité pour produire des changements structurels durables. La situation spécifique de Liam Ramos reste au centre de l'attention publique. Selon les informations divulguées après la décision judiciaire, le gouvernement fédéral a reçu un délai pour se conformer à l'ordre de libération et organiser la réunification de l'enfant avec sa mère, qui était enceinte au moment de la détention. Néanmoins, les analystes soulignent que l'avenir migratoire de la famille reste incertain, car le litige ne s'achève pas avec la victoire immédiate au procès. Le conflit devrait se poursuivre dans les étapes suivantes, impliquant de nouvelles décisions administratives et judiciaires, ce qui maintient le climat d'incertitude et prolonge le sentiment d'instabilité. Parallèlement, le débat sur la responsabilité professionnelle s'intensifie. La possibilité de renvoyer les avocats du gouvernement devant des conseils disciplinaires d'État reste ouverte, mais beaucoup considèrent que cette voie est limitée par la lenteur inhérente à ce type de procédure. Le précédent de Rudy Giuliani est souvent cité, non pas comme une solution immédiate, mais comme la preuve que des conséquences peuvent survenir des années plus tard, lorsque le contexte politique a changé et que l'utilité pratique de la responsabilité ne produit plus le même effet. Cet écart temporel renforce l'impression que le système réagit, mais de manière fragmentée et souvent trop tard pour contenir les dommages au moment où ils se produisent. À plus grande échelle, cet épisode est désormais associé à des débats sur les changements progressifs des normes institutionnelles. Les analystes observent que lorsque des pratiques exceptionnelles cessent d'être considérées comme des écarts isolés et se répètent, elles ont tendance à modifier les attentes quant à ce qui est considéré comme normal dans le fonctionnement de l'État. Dans le même temps, il n'y a pas encore de consensus sur la question de savoir si ce processus a déjà atteint un point critique ou s'il peut être inversé par des décisions judiciaires cohérentes et une meilleure coordination entre les tribunaux fédéraux, capables de réduire la marge de manœuvre pour tester successivement les limites. Le débat se poursuit, alimenté par de nouvelles procédures, des décisions en suspens et des réponses de l'exécutif qui ne se sont pas encore consolidées. Pour ceux qui suivent ces dynamiques, observez comment des affaires telles que celle d'Adrien Gjo Arias et de Liam Ramos s'inscrivent dans des conflits plus larges entre les pouvoirs, aident à comprendre non seulement l'épisode isolé, mais aussi le schéma qui pourrait être en train de se former. Suivre les développements de manière continue permet de situer chaque nouvelle décision dans un cadre plus large,
dans lequel les réponses institutionnelles continuent d'être élaborées et testées en temps réel, sans que le résultat final ne soit clairement défini.